en 1966. J'arrive chez les Barouillas, une tribu qui avait été pacifiée en 1960. Je demande un peu à un missionnaire qui était là, qui étaient ces gens-là. Et il me dit, c'est les fameux fabricants de sel. Je ne comprenais pas très bien. C'est des types qui fabriquent une monnaie qui sert un peu dans la région. Une monnaie fabriquée à partir d'une canne à sel, on peut dire. Monnaie primitive. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils coupent ces grandes cannes, ils les font sécher pendant un moment, ils les brûlent. Et ils ont d'immenses tas de cendres. Et ils mettent les cendres dans les calebasses. Ils versent de l'eau sur les cendres et ils recueillent en dessous, dans les bambous, de l'eau salée. Et à partir de cette eau salée, par des dizaines de bambous, ils les portent quelque part à un fabricant de sel qui a une sorte d'atelier. C'est 12, 15 moules pour mettre l'eau salée. Au bout de 3 jours, on ressort les barres de sel cristallisé et on les enveloppe avec une liane qui va protéger le sel contre toute déperdition. Oui, ce que Maurice Godelier a observé, effectivement, c'est une forme primitive de monnaie qui existe bien avant la monnaie frappée et qui fait qu'une société donnée va utiliser un bien produit ou chassé, mais en général produit, pour justement payer un certain nombre de choses. Alors, les Barouillas étant un cas un peu intermédiaire, dans la mesure où eux ne se servent pas de cette monnaie en interne, ou quasiment pas. Les barres de sel qu'ils produisent sont exclusivement destinées à être données, à être versées à leurs voisins, avec lesquels ils vont avoir éventuellement soit des échanges de biens, soit des mariages pour lesquels les voisins exigent des compensations sous forme de biens. Donc c'est le tout début de la monnaie, à la fois sous sa forme physique, mais aussi dans ses capacités sociales. Ce n'est encore qu'une monnaie, comment dire, en germe. Alors, il y a un débat parmi les spécialistes de la monnaie pour savoir à partir de quand des biens ou des signes, quelque chose qui sert à payer, on va dire, mérite réellement le qualificatif de monnaie. Un certain nombre de spécialistes, en particulier des historiens qui travaillent sur les sociétés étatiques, vont avoir tendance à dire que la seule vraie monnaie qui mérite ce nom-là, c'est une monnaie où il y a une inscription dessus, inscription qui est faite par une autorité étatique et qui certifie donc la valeur, la quantité de paiement qu'on va pouvoir effectuer avec cette chose-là, ce qui est le cas dans nos propres billets de banque. Voilà. Après, quand on prend les choses de plus loin, il n'est pas interdit de se dire que avant donc que l'État arrive et ne garantisse la valeur d'un certain nombre de signes ou de biens comme circulation monétaire, eh bien, ma foi, on se servait de biens qui étaient reconnus comme relativement homogènes, d'un usage courant dans les paiements. Ça peut être des défenses de porcs qui ont été ligaturées d'une certaine façon. Cela peut être des porcs vivants, des porcs domestiques, jamais des porcs sauvages. Ça peut être des pirogues, ça peut être tout un tas de choses. Et avec un cas assez connu en ethnologie, qui est une île de Micronésie qui s'appelle Yap, où on va faire venir des énormes pierres qu'on transporte par bateau, qu'on pose là, qui évidemment ensuite, une fois qu'elles sont posées, ne bougent plus, et qui servent tout de même de monnaie. Ce qui nous aide quand même à réfléchir, parce que
Nous, quand on utilise en économie, on utilise souvent le terme de circuler. Hein. L'argent, ça circule. Et on s'imagine que la circulation, c'est quelque chose de physique. Hein. Je donne des pièces au boulanger ou à la boulangère et il me donne en échange une baguette et il faut que ce soit physique. Mais en réalité, ce que Yap nous rappelle, nous montre ou nous rappelle, c'est que cette circulation, c'est une circulation de droits de propriété en réalité. Alors nous, évidemment, on a des droits de propriété sur des petits objets qu'on va se transmettre physiquement. Et c'est ça qui va matérialiser le fait que la propriété change de main. Mais une propriété peut tout à fait changer de main sans que l'objet ne soit changé. Nous le savons pertinemment quand nous achetons et que nous vendons des maisons. Eh bien, l'originalité à Yap, c'est qu'on ne vend ou on n'achète pas des maisons, mais par contre, la monnaie qui sert à payer un certain nombre de transactions, ben, elle aussi, elle est immobile, c'est un immeuble, et ce qui va circuler, ce sont les droits de propriété autour de ces biens immeubles. Voilà. The money in the island of Yap was the most cumbersome, ludicrously difficult, impractical. Sur l'île de Yap, l'argent était absurdement peu pratique. C'était d'énormes pierres. L'argent existait dans la tête des gens. C'était une abstraction. Voilà un magnifique aspect humain de la monnaie. Les gens de Yap ne partageaient pas la tyrannie de la pièce qui nous obsède. À Yap, les grandes pierres représentaient la possession d'une certaine quantité de richesse. Tous comprenaient que cette richesse allait de pair avec le statut, le pouvoir de celui qui la possédait. And so this explains the ephemeral nature. Cela explique le côté éphémère et profondément humain de la monnaie. Cela n'existe pas dans le monde animal. Tout comme la religion, la monnaie est une production de l'imagination humaine. And Yap is the great example of that. Les plus anciennes inscriptions chinoises, qui datent de la haute antiquité, nous parlent de l'utilisation du kauri comme monnaie. Au XIVe, Xe siècle avant notre ère, on utilise des petits coquillages qui sont percés et qui sont enfilés sur des cordes sous forme de ligature. Cette monnaie originelle va laisser profondément sa trace dans la langue chinoise, puisque le mot kauri, le mot paye, se retrouve dans tous les caractères qui sont liés à l'échange et au commerce, que ce soit acheter, vendre, la dette ou la valeur. Cowries are little ornamental shells which were Les used kauris sont de petits coquillages ornementaux utilisés comme monnaie pendant des milliers et des milliers d'années sur d'immenses territoires autour de l'océan Indien. The Indian Ocean. Okay. And what is interesting is that there was no centralized power issuing. Cette monnaie n'était pas émise par un pouvoir central, mais sa valeur était acceptée partout. Ça venait d'en bas, pas d'en haut. Aujourd'hui, quand on pense à l'argent, on pense aux banques centrales, aux régulateurs. Là, non. D'abord, il y a tout un tas de monnaies qui n'ont jamais été émises par les États. On peut penser aux monnaies coquillages. Là, on va dire, je fais un saut de 2000 ans dans le passé, mais c'est pas vrai. La monnaie coquillage circulait encore dans certains endroits au XXe siècle. Et la monnaie coquillage, par définition, elle n'est pas émise, elle est pêchée. Et comme elle se retrouvait de l'Afrique centrale et orientale jusqu'au sud de la Chine, à une époque, on peut dire que la zone monnaie coquillage, hein, ce qu'on les Anglais appellent cowries, et que nous on appelle les coris, C-A-U-R-I, ça a été la plus grande zone monétaire de l'histoire de l'humanité, puisque ça couvrait entre la Chine du Sud et l'Afrique centrale, avec tout l'océan Indien, une partie de l'Inde. C'est massif, au 1er ou 2e millénaire avant Jésus-Christ. Donc là, il n'y a aucune raison, un, qu'une monnaie soit produite par un État ou une force souveraine, et deux, qu'elle soit liée, ou que sa circulation soit limitée à une entité politique. The relationship between money and the state didn't exist, of course. Les relations in entre la monnaie et l'État societies n'existaient pas, where there bien was no sûr, state, dans but les there was sociétés money. où il n'y avait pas d'État, mais où il y avait de la monnaie.
That holds true for all sorts of devices which were used as money, cowrie shells. Toutes sortes d'objets étaient utilisés, les cauris ou encore les scalps de pivers chez les Amérindiens. Woodpeckers. That's what natives in the US used. And those instruments were performing functions of money. Ces objets remplissaient la fonction de monnaie parce qu'ils étaient rares et faciles à identifier. Easily identifiable. They were relying on Ils se trust fondaient sur la confiance créée par les conventions sociales. created by social conventions. And what we're talking about is something that is sufficiently scarce to be valuable. Pour qu'elle ait de la valeur, il faut que la chose soit rare, qu'elle soit belle, qu'elle ait une valeur ornementale, mais que sa rareté ne soit pas telle qu'elle l'empêche de circuler. But not scarce enough that there's not enough of it to go around. Because what makes money really powerful, Ce qui donne sa véritable puissance à l'argent, ce n'est pas sa rareté, mais son utilité. part of the process whereby this reasonably clever ape, the human being, Les cauris, c'est l'alliance de ce singe plutôt malin, l'être humain, et d'une technologie fascinante, l'argent, pour coloniser le monde via le commerce et l'ouvrir jusqu'à en faire le monde d'aujourd'hui. and opening up the world that we now understand and the world that exists as it is. And it starts in Ça a little, commencé small, progressivement par de incremental petites innovations. movements, little innovations. De petites innovations qui en ont amené de grandes, c'est de cela dont on parle. That's what we're talking about. Les économistes généralement présentent la monnaie comme une espèce de substitut au troc. En réalité, c'est une fable. C'est une fable parce que c'est une conception, ça véhicule une conception de la monnaie qui est purement instrumentale. Ça réduit la monnaie à simplement une fonction qui est une fonction de technologie rendant plus efficace, plus fluide des échanges. Or, la monnaie, c'est beaucoup plus que ça. En réalité, la monnaie, c'est le langage de la valeur. La monnaie, c'est ce qui permet, c'est un socle social, c'est un lien social fondamental. Ce n'est pas une pure technologie. Mais ce n'est pas étonnant que les économistes aient cette vision, tout simplement parce que les économistes sont incapables d'appréhender en réalité la monnaie. En fait, le troc, c'est un monde qui reste dans ce qu'on appelle les valeurs d'usage. C'est-à-dire ce qu'on échange, c'est des utilités. Si je voulais cette table, etc., cette table contre ces chaises, c'est parce que j'ai de l'utilité de la table contre l'utilité de la chaise. Le monde marchand capitaliste est très différent. Les échanges se font pour la valeur, pour la monnaie. Hein, évidemment, on peut avoir besoin de telle ou telle chose, mais le principe qui permet l'échange, c'est l'expression de valeur. Et donc, cette conceptualisation du troc valeur d'usage qui donnerait l'échange monétaire me paraît être une vision théoriquement critiquable. Le boucher veut une veste, mais le tailleur, lui, n'a pas besoin d'un rôti. Lui, le tailleur, il veut une hache, mais le boucher ne fabrique pas de hache. Le tailleur qui veut son rôti, etc., etc. Et tout ça ne colle pas. Et tant qu'on n'a pas inventé la monnaie, on est bien embêté. Le boucher reste avec son rôti, le tailleur reste avec sa veste, etc., etc. Et un jour, quelqu'un a cette idée géniale, il invente la monnaie, et grâce à ça, enfin, on a quelque chose qui permet de fluidifier tout ça et de faire que les échanges se fassent. Alors ça, c'est une histoire que certains auteurs ont qualifiée de mythe, à juste titre. C'est une histoire qui ne repose sur aucune donnée ethnographique. On n'a jamais vu un seul peuple pratiquant les trocs généralisés et se demandant bien comment il allait pouvoir faire jusqu'à temps qu'un glorieux inventeur, comme ça, résolve le problème. Le troc n'a jamais pu permettre d'organiser des échanges à large échelle. Bien sûr, on peut échanger ponctuellement un bien contre un autre. Et il y avait dans la préhistoire sans doute des opérations ponctuelles de troc entre tribus. En fait, si on ne dispose pas d'un étalon, d'un bien mis à part, qui va servir donc d'étalon, qui va servir à exprimer la valeur de tous les autres biens, l'échange devient extraordinairement compliqué.
la monnaie, ce n'est pas un simple instrument de facilitation des échanges qui viendrait après le troc. En fait, le propre de la monnaie, c'est précisément de rendre possible l'échange. Elle ne facilite pas seulement l'échange, elle rend possible l'échange. En réalité, les sociétés qui ont inventé la monnaie sont des sociétés qui troquent assez peu. Et ce, pour une raison simple, c'est que ce sont des sociétés dans lesquelles il y a très peu de division du travail. Les sociétés de Papouasie, les sociétés australiennes, les sociétés d'Amazonie, etc., sont des sociétés où, hormis la division du travail entre hommes et femmes qui se règle au sein de la famille, tout le monde sait tout faire. Et où il n'y a pas cette division comme chez nous du travail et la nécessité d'échanger pour pourvoir à son pain quotidien. Et donc, ce sont des sociétés qui ne troquent que marginalement, et la monnaie n'a clairement pas été inventée pour ça. Et d'ailleurs, les premières formes de monnaie ne servent pas à acheter des biens qui serviraient, à la subsistance quotidienne. Les premières formes de monnaie servent uniquement, ou très principalement, à acheter des droits sur des personnes. Dans les sociétés tribales de la préhistoire, on n'est pas du tout dans des sociétés marchandes, on est dans des sociétés holistes, où l'individu fait corps avec le groupe. Et ces monnaies non marchandes, servaient au fond à tisser du lien au sein du groupe, voire entre les groupes. Elles servaient, nous disent les anthropologues, à payer des dettes de vie, payer le prix de la fiancée, entre guillemets, payer le prix d'un mort lors d'un combat pour éviter ensuite des affrontements avec la famille du défunt. Donc, il s'agissait en fait de formes de monnaie non marchandes, tissant des liens interpersonnels dans des sociétés qui sont des sociétés construites autour du groupe et donc fondées sur des rapports personnels et pas du tout des sociétés comme les nôtres aujourd'hui, sociétés capitalistes où c'est pas tant le rapport personnel qui compte, c'est plus du rapport fonctionnel, du rapport aux objets et où la monnaie sert à acheter des choses. Ce qui s'est passé qui est très intéressant, c'est que petit à petit la monnaie de sel a commencé à disparaître. Et à ce moment-là, il y a quelque chose de très important qui s'est passé, du point de vue social. La société Barouya, sur le plan de la parenté, c'était l'échange des femmes entre les clans. Je donne une de mes sœurs, vous donnez votre sœur, on échange nos sœurs, ok ? Il s'est passé qu'avec la modernisation, les gens ont dit, après avoir été dans d'autres tribus, et si on vendait nos sœurs et nos filles? Vous avez été travailler en plantation, vous êtes revenu avec $2 en poche, maintenant ma fille ou ma sœur, $200. Alors, si on redéroule le fil de cette histoire en reprenant dans l'ordre chronologique, les premières sociétés humaines, les sociétés les plus anciennes, sont des sociétés qui ignorent non seulement la monnaie, mais qui ignorent la richesse. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'équivalence, la société n'établit pas d'équivalence entre des droits que vous pouvez avoir sur des personnes et des possessions de biens matériels. Quand vous êtes dans une société sans richesse, alors telle qu'on en a observé en ethnologie, par exemple, dans l'Australie précoloniale, dans l'Australie aborigène, ou chez des chasseurs-cueilleurs tels que les San d'Afrique du Sud ou les Inuits, voilà. Quand vous êtes un homme et que vous voulez vous marier, vous allez devoir indemniser la famille de votre épouse. Vous ne pouvez pas le faire en payant. Ça n'existe pas. Alors, vous allez éventuellement payer de votre personne. Vous allez rentrer au service de vos beaux-parents pendant un temps plus ou moins déterminé et plus ou moins long. Et au bout d'un moment, vous aurez le droit d'emmener votre épouse avec vous. Vous pouvez les indemniser
en cédant en contrepartie des droits que vous-même vous détenez sur une femme. Alors ça s'appelle en ethnologie l'échange de sœurs. Alors 2 individus masculins vont se céder mutuellement les droits qu'ils détiennent sur des femmes. Donc ça va être des moyens de solder des dettes et de payer ses obligations, mais qui ne sont pas des paiements qui mettent en cause des biens matériels. Et finalement, la grande invention, ou en tous les cas un grand basculement dans l'histoire des sociétés humaines, eh bien, ça va être de dire un jour que céder la possession sur une hache, polie ou pas, sur une pirogue, sur une certaine quantité de porc, sur tant de têtes de bétail, etc., eh bien, ça revient au même que de céder des droits sur une femme ou que d'effectuer une période de service pour ses beaux-parents. Et ça, c'est l'invention de la richesse. Voilà. Dans le domaine judiciaire, eh bien, ça veut dire que quand vous avez lésé quelqu'un, par exemple en tuant volontairement ou non quelqu'un d'un autre groupe, dans une société sans richesse, vous ne pouvez pas éteindre cette dette de sang autrement qu'avec du sang. Ce qui veut dire que vous-même, votre vie va être prise pour compenser, ou celle d'un de vos proches, ou à la limite que vous allez devoir donner une femme, un enfant, quelque part pour compenser. Eh bien, dans les sociétés qui inventent la richesse, vous allez pouvoir solder une dette de sang, toujours avec le même système, en cédant la propriété sur un bien matériel, sur une trentaine de cochons, sur un collier de coquillages, sur etc., etc. Alors, ça, c'est l'invention de la richesse. C'est un basculement absolument majeur dans les sociétés humaines, peut-être le plus grand, ou en tous les cas un des plus grands qui se soit jamais produit. C'est pas encore tout à fait l'invention de la monnaie, parce que dans des sociétés comme ça, il se peut encore qu'il y ait un cloisonnement entre les différentes formes de paiement. Pour se marier, il faut verser tel type de bien. Pour éteindre une vendetta, il faut verser tel autre type de bien. Pour, en cas de faute religieuse, on va verser encore un 3e type de bien, etc., etc. Et ça va être quoi l'invention de la monnaie ? Ça va être le fait de promouvoir un ou plusieurs biens comme des moyens de paiement généraux, comme des biens en quelque sorte, des jokers qui vont fonctionner dans toutes les sphères des paiements sociaux. Et à partir du moment où vous inventez ça, vous inventez réellement la monnaie, même si elle n'est pas encore frappée, même si ce n'est pas encore de la monnaie étatique.